Moi aussi, hein, j'ai pas pris de petit déjeuner là, et j'avais rien à grignoter. Donc, mais merci en tout cas de rester pour m'écouter, puisque j'étais au programme, donc programmé à midi. C'est vrai que c'est pas l'heure la plus facile pour parler. J'espère que vous allez bien. Alors le but de cette conférence, c'est de vous expliquer un peu voilà, l'aventure que j'ai vécue il y a maintenant 2 ans autour du monde, parce que bon, le thème c'est un peu d'avoir des regards croisés internationaux. Et moi, à 27 ans, j'ai décidé de partir avec ma copine Julia dans le monde entier à la rencontre des vieux du monde entier, avec pour idée qu'on pouvait s'inspirer de ce qui passait dans d'autres cultures pour résoudre les défis de la transition démographique qu'on a chez nous. Donc c'est vrai que la première fois quand j'ai annoncé ça à mes amis que j'allais faire un tour du monde des vieux, ils m'ont dit mais t'es sûr, c'est super de voyager, mais t'es sûr de ce thème? Tu vas pas un peu t'ennuyer? Est-ce que c'est pas un sujet un peu morbide? Et voilà cette réaction que beaucoup de gens ont quand on emploie le mot vieux, quand on parle de la vieillesse, elle est représentative d'un regard que la société porte en général sur la vieillesse. Et moi, j'aime employer le mot vieux. Alors, je ne sais pas si ça choque certains d'entre vous qui lèvent la main. Je sais que il y a beaucoup de réactions, hein, nous, quand on poste nos vidéos sur Internet en disant mais pourquoi vous employez ce mot, c'est péjoratif. Certains le vivent même comme une insulte. Alors qu'est-ce que il représente? Il se projette des représentations assez négatives autour de ce mot. Et le but aussi de cette conférence, bon là, c'est dommage qu'on n'ait pas eu des experts ici sur place, mais bon, l'intérêt que je sois ici, c'est aussi qu'on puisse interagir entre nous. Et donc, je vais vous poser quelques questions et puis on va aussi réagir en fonction des expériences que je vais vous montrer en vidéo. On va aussi avoir une discussion, un débat entre nous. Donc voilà, la première question, c'est selon vous, quelles sont les représentations négatives qu'on associe quand on emploie le mot vieux? À vous la parole. Dépendance. C'est vrai que c'est une des premières choses, c'est qu'on réduit la vieillesse à la dépendance. Alors que même à 85 ans, 80% des personnes âgées ne sont pas considérées comme dépendants. Alors, sachant que l'entrée un peu dans la vieillesse, dans le regard des gens, c'est un peu le passage à la retraite. D'un point de vue social, on sort du monde productif et on rentre dans une autre catégorie aux yeux des gens, même si physiquement, de plus en plus, peut-être il y a 50 ans ou 70 ans, à 60 ans, on se sentait vieux et la retraite, c'était vraiment une période de retraite. Aujourd'hui, c'est à 80 ans qu'on se sent un peu déclinant. Donc, il y a cette question de l'âge et il y a cette question de représentation de la vieillesse. Donc, ce premier mot, c'est qu'on l'a réduit à l'indépendance. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent en tête, un peu négatifs? Diminution des facultés cognitives. Donc, ça va avec la perte d'autonomie. Ça va aussi avec l'apparition du fait que l'allongement de la durée de la vie, de maladies chroniques qui vont durer jusqu'au bout de la vie, et notamment les maladies neurodégénératives. Donc c'est un vrai sujet, et c'est vrai qu'en volume, le nombre de personnes atteintes de ces maladies augmente dans toutes nos sociétés, et que c'est un sujet, et là on va en parler aussi, de savoir comment on peut continuer à créer du lien, quelles sont un peu les méthodes qu'on a pu voir dans d'autres pays pour continuer à créer du lien, et on voit que ça passe souvent par la tendresse, que ça passe par l'émotion, que ça passe par le rire. Est-ce qu'il y a d'autres mots qui vous viennent en tête? L'isolement. Donc ça, c'est un des grands problèmes de ce siècle et de notre société, de nos sociétés plutôt développées. J'ai l'impression qu'on a beaucoup progressé dans le domaine médical, médico-social, mais par contre, on a peut-être un peu perdu dans ce rôle social que peuvent avoir les personnes âgées dans nos sociétés, et des liens qu'on va pouvoir faire avec eux, de la façon aussi dont on pense nos villes, dont on pense nos territoires, pour que se crée ce lien et qu'il n'y ait pas d'isolement. Et
voilà, donc c'est un peu ces grands axes finalement, le défi de la perte d'autonomie, le défi de l'isolement, le défi du regard qu'on porte sur l'âge, qu'on a décidé d'explorer à travers un prisme positif, donc de montrer une autre image de la vieillesse. Et d'ailleurs, peut-être au lieu de parler, je vais vous montrer en image, puisque Oldysée, en fait, c'est un projet qui s'est concrétisé par une cinquantaine de reportages qu'on a réalisés autour du monde. On est allé voir plein de projets et on a diffusé un peu au cours de notre voyage une cinquantaine de reportages, une vidéo tous les 10 jours, et on a passé un mois dans chaque pays. Donc je vais envoyer la vidéo, enfin je vais demander à la régie peut-être d'envoyer cette vidéo avec le son. Les vieux. Je pense que ça va venir, c'est petit problème d'adaptation technique. Bon, il manque la voix off. Donc voilà, on a fait le tour du monde pour voir les relations qui existent entre les jeunes et les vieux. Là, la personne que vous voyez, c'est la grand-mère de Julia. Vous vous demandez peut-être voilà, pourquoi on a décidé de partir sur ce thème. C'est que nous-mêmes, voilà, 27-28 ans, notre image de la vieillesse elle était beaucoup représentée par la figure de nos grands-parents. Et Julia avait a toujours une relation très complice avec sa grand-mère. Moi, j'ai été marqué notamment par la fin de vie de ma grand-mère qui a été atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et malgré cette maladie, on a réussi en famille à continuer à avoir un lien avec elle et à y voir aussi quelque chose de poétique dans cette maladie, à réussir à quand même à la faire. Moi, quand j'allais la voir, j'essayais de la faire rentrer dans mon univers, j'essayais je l'amenais au café, on regardait le match de foot ensemble, elle chantait l'hymne, enfin. Et j'ai découvert que malgré cette maladie qui est une vraie souffrance pour les aidants, c'est vrai, on peut quand même continuer à créer un lien et qu'il y a des méthodes, il y a des façons de faire, il y a une compréhension de la maladie qui peut nous aider à mieux communiquer avec des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Voilà. Donc normalement, c'est un petit teaser avec notre voix. J'espère que sur les prochaines vidéos, il n'y aura pas ce problème. Mais voilà, donc ça c'est un peu le parcours qu'on a effectué. On a commencé par le Japon, on a passé un mois par pays. Et cet itinéraire, en fait, pendant 6 mois avant de partir, on a posé la question à plein de chercheurs, à plein d'anthropologues. On allait voir sur des réseaux d'entrepreneurs sociaux comme Ashoka, quels étaient un peu les projets qui étaient présentés comme innovants, comme pertinents. Et cette carte, on l'a un peu façonnée en cherchant justement ces projets-là, ces projets concrets qui donnent une autre image de la vieillesse et qui pourraient aider à résoudre les défis qui se posent chez nous. Donc on est allé à la fois dans des pays très développés, comme le Japon, avec une prise en charge institutionnelle qui est bien avancée, même plus que chez nous, avec des moyens, etc. On a aussi voulu aller dans des pays où la prise en charge des personnes âgées est encore plus traditionnelle, donc au sein de la famille, au sein de la communauté locale. Pourquoi ? Parce qu'on pensait qu'on pouvait aussi s'inspirer du rôle qu'ont les personnes âgées là-bas. Sachant qu'on l'a un peu perdu dans nos sociétés qui sont très tournées sur le travail et où le statut social est très lié à ça, et donc le passage à la retraite, c'est un passage qui est très difficile à négocier parce qu'il faut s'adapter, il faut, au niveau des relations sociales, au niveau des projets qu'on va se créer, il faut se projeter sur 30 ans d'années de vie à venir. Dans ces pays comme le Sénégal, comme les communautés autochtones de Colombie, on a vu en plus, c'était une intuition, mais aussi on l'a vu réellement, un rôle des personnes âgées mieux inclus dans la communauté locale, plus écouté, plus influent aussi. Je pourrais vous le montrer à travers différents exemples en vidéo. Donc voilà quelques... Alors, j'ai pas fini cette slide, c'est vrai que il n'y a pas toutes les vidéos que je voulais montrer.
Mais quelques défis à aborder ensemble. Enfin, voilà, c'est là dans cette petite heure qu'on est ensemble, et c'est une heure à la fois où je vais parler et où vous allez parler. Je vais vous montrer des expériences qui m'ont marqué et qui ont marqué aussi les organisateurs de cette journée, parce que c'est eux qui ont choisi les vidéos parmi la cinquantaine de reportages qu'on a fait. Donc le premier défi, c'est de changer de regard sur la vieillesse. Le deuxième, c'est de comprendre comment valoriser le rôle social des seniors et comment rapprocher les générations. Qu'est-ce qui va motiver les générations à se rapprocher ensemble, sachant que l'enjeu, c'est pas de faire de l'intergénérationnel un peu forcé, de faire de ça une fin en soi, mais c'est de trouver les leviers qui vont faire que différentes générations vont se rassembler dans un même lieu, vont se projeter ensemble vers quelque chose, un intérêt commun, vers un défi qui les dépasse, vers une passion, et finalement qui vont se rassembler en oubliant les âges, quoi. Et ensuite, il y a cette question centrale qui est de se dire, mais finalement, où est-ce qu'ils se réunissent? Est-ce qu'ils ont des espaces? Est-ce qu'il y a des espaces dans nos villes où on peut se rencontrer? Est-ce qu'il y a des façons de penser l'habitat aussi qui peuvent créer plus de liens entre générations et vieillir moins isolé que dans nos grandes villes? Et enfin, il y a cette question qui vient à partir d'un certain âge, qui est la question de la perte d'autonomie et la question de l'autonomie au grand âge. Donc c'est un peu les quelques défis que j'aimerais aborder avec vous. Donc le premier est changer de regard sur l'âge. Voilà, on l'a vu, on est parti de stéréotypes de représentation négative. On en a dit quelques-unes. Alors pour présenter ces expériences, j'ai choisi un peu des idées reçues. Bon voilà, là c'est cette question de finalement qu'est-ce qu'on associe, de quoi on pense que les vieux sont capables et qu'est-ce qui peut les intéresser. Parfois on se met beaucoup de barrières à la fois en tant que personne qui prend de l'âge, mais aussi en tant que jeunes qui allons créer du lien avec des vieux. On va plutôt les imaginer sur, je sais pas, du bridge, de la couture, et même au niveau musique, on va les associer avec des chansons de 1930, le temps des cerises, alors que ça ne correspond même pas à leur génération. Donc on va projeter sur eux des choses qui ne sont pas forcément vraies, c'est pas forcément des choses qui les intéressent. Et là, on va voir à travers un exemple marquant que en fait, tout est possible à un certain âge. Et là, c'est l'exemple des vieux, c'est des mamies boxeuses qu'on a rencontrées en Afrique du Sud, donc dans les townships de Johannesburg. Alors, est-ce que vous pouvez lancer la vidéo? Et j'espère que cette fois-ci, on va pouvoir les entendre. Ah non. Je pense qu'il y a un problème de branchement, peut-être. Il manque une piste, je ne sais pas pourquoi, mais... It's tough, it's not easy, but we are doing it. So now we're going to go out of prayer. Normalement, il y a la voix de l'écouter.
essayer quand même de brancher le... Bon. Alors, est-ce que vous avez quand même compris ce qui se passait malgré les problèmes techniques? Je sais pas, j'ai fait une centaine de conférences, j'ai toujours projeté le même fichier et j'ai jamais eu ce problème-là, donc je sais pas d'où ça vient. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez compris de cette vidéo? Est-ce que vous pouvez me dire un peu votre ressenti malgré le manque de voix? C'est formidable. Malgré... non, mais c'est bien que ça passe quand même quelques émotions sans le son. C'est la force des images. Ouais, on les a sur YouTube. Alors peut-être que... ouais, mais bon, le temps qu'ils cherchent... Ouais. Oui. Donc déjà, pour l'histoire derrière ça, c'est voilà, c'est un prof de gym là, que vous avez vu sur la vidéo, qui s'est dit, bon, comment je peux motiver ces femmes que je vois tous les jours dans mon quartier, qui sont... et là-bas, elles ont un rôle de pilier quoi, dans les quartiers, parce qu'il y a toute une génération qui a été un peu décimée par le sida. Je crois que voilà, si on prend, je sais pas, peut-être la génération d'en dessous, c'est presque 25% de cette génération. Et donc souvent, ces grands-mères ont à charge les petits-enfants et elles vivent sur quelques bourses de l'État et tout cet argent, tout leur temps va pour ces petits-enfants. Donc elles ont un rôle de pilier et elles ont un besoin de se défouler, elles ont un besoin de créer des liens entre elles aussi. Et lui s'est rendu compte qu'en fait... avant les entraînements, il a toujours un peu de nourriture à leur donner, un peu de. Elles viennent aussi. C'est un peu comme si c'était les restos du cœur, mais en plus il y a ça, et ça en fait ça dépasse largement la question de la survie. C'est pour elles, enfin on sent que ça change complètement leur état d'esprit et leur façon de voir la vie. Et quand elles ressortent de là, parfois elles font 1 heure à pied pour venir jusqu'ici. Elles ont créé un lien entre elles. Et elles se sont défoulées. Il y a un autre exemple en Afrique du Sud qui est très fort, c'est autour du football. Donc il y a dans une région toute une quarantaine d'équipes, une ligue, des tournois qui les rassemblent. Et par exemple, nous, ces mamies footeuses, on les a fait venir avec l'aide des Senioriales, qui c'est une chaîne de résidences seniors. On les a fait venir en France et on a monté dans les résidences seniors une équipe de foot française. Donc c'était des femmes qui n'avaient jamais joué au foot. Elles ont juste levé la main en disant voilà, nous on est volontaires. C'était dans différentes résidences pour se mettre à ce défi un peu fou. Et elles se sont tellement pris au jeu que il y en a 3 d'entre elles qui ont créé une association qui s'appelle Footeuses à tout âge. Et maintenant elles essayent d'essaimer, bon malgré le Covid, etc. Elles démarchent les clubs pour qu'ils ouvrent une section pour les femmes de plus de 50 ans. Et elles ont trouvé un peu comme solution pour continuer à jouer de s'entraîner chaque semaine avec des jeunes filles de 11 à 15 ans. Donc c'est un peu dépassé nos espérances, parce qu'au départ c'était voilà, faire un match pour un peu faire changer le regard sur l'âge. Et puis finalement, on s'est rendu compte que ce mouvement qui est né en Afrique du Sud, il a juste suffi d'un petit déclic pour que d'autres femmes se disent en France... moi aussi je pourrais jouer au foot même si ça les passionnait pas jusqu'ici, le fait d'avoir un ballon au pied, de s'entraîner et souvent avec d'autres générations, maintenant elles s'y intéressent, elles regardent le foot et elles sont à fond dedans quoi. Et on a vu plein de choses. Alors on a écrit un livre qui montre un peu toutes les expériences qui nous ont marqués. Et donc ces grandes parties, c'est un peu les grands chapitres de notre livre. Et dans chaque chapitre, il y a plein d'initiatives. Mais bon, voilà, ce qui nous a plus marqué, c'est quand on les attendait pas du tout là-dessus, quoi. Le foot, la boxe. En fait, c'est le défi. Et c'est aussi le sens qu'on va donner aux activités, quoi. Par exemple, moi j'avais une mamie footeuse au téléphone hier. Elle me disait que voilà, elle était très triste que ça se soit arrêté là pendant le Covid. Et même elle trouvait pas trop de sens à s'entraîner chaque semaine parce qu'il n'y avait pas au bout quelque chose. Et dans la façon dont on l'avait imaginé au début,
il y avait ce match contre les Sud-Africaines, cette rencontre. Donc elles se retrouvaient, elles s'entraînaient dans le but d'aller jouer ce match. Et c'est aussi trouver je dirais, et puis c'est une conclusion de plein d'initiatives qu'on a vues, c'est de trouver un sens qui va au-delà de simplement l'occupation, quoi, de dire bon, on va se retrouver, on va jouer au foot, ok, on va faire des ateliers de couture avec des personnes âgées, ok, ça c'est comment on va occuper leur journée, quoi. Mais en allant plus loin, c'est y a un match là contre les Sud-Africaines, il faut s'entraîner et il faut le gagner et il faut être là et il y aura des spectateurs et on va rentrer sur un stade et il y a un but qui va au-delà de simplement l'occupation. Ouais. Voilà. Ouais. Je sais pas après si quelqu'un a des micros comme ça, on pourrait entendre, tout le monde pourrait entendre. Donc c'est le rôle citoyen qui est le fait que ça les inclut dans la cité et d'ailleurs c'est sur les mamies footeuses, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent nous maintenant dans le village on est les mamies footeuses et les gens nous reconnaissent dans la rue et c'est vrai que ça crée ça inclut dans la cité et puis ça donne un certain statut, une certaine influence aussi. Parce que le rôle qu'on perd au niveau du travail, eh bien effectivement, on a tout maintenant il y a 30 ans devant nous, voilà, à partir de 60 ans jusqu'à 90, 100 ans. Et ce rôle citoyen, il est à inventer parce qu'aujourd'hui, c'est des initiatives comme ça qui commencent à porter... qui commence à porter le fait que les personnes ont tout un tas de choses à apporter, à jouer, à vivre. Des projets de vie, tout à l'heure, on a parlé de projets de vie à domicile. Moi, je suis animatrice, je veux me lancer dans le domicile parce que vraiment, je sais, il y a besoin. Les personnes sont malades d'Alzheimer. Et alors, il y a des tas de choses à faire pour elles, avec elles, justement, pour vivre la vraie vie, celle où on est un vrai rôle citoyen. Et je dirais, parce que là on a importé quelque chose, souvent il y a besoin d'un déclic, et ça va ouvrir plein de perspectives, mais aussi dans chaque territoire il y a peut-être des choses sur lesquelles elles sont considérées peut-être comme légitimes, des savoir-faire à transmettre. Il faut aussi peut-être identifier dans chaque territoire, là où vous êtes, sur quoi vous pourriez un peu mobiliser les personnes âgées et les rendre visibles auprès du village ou de la ville ou du quartier. Victor. C'est un témoignage qui va dans le même sens de ce que vous venez de dire. Là, j'accompagnais une dame qui avait une passion pour la sculpture, qui avait une maladie d'Alzheimer à un stade franchement avancé, et elle trouvait plus tellement de plaisir dans la sculpture, mais quand on lui a proposé de faire une exposition, alors c'était pas une exposition au Louvre, hein, mais c'était un but de proposer des pièces qu'elle avait déjà faites avant, auxquelles elle redonnait vie, et puis d'autres pièces. Du coup, ça donnait un sens dans un projet et un but. Et du coup, ça rejoint ce que tu dis. On fait pas de la couture pour la couture, bien que ça puisse déjà occuper, ça fait plaisir. Si derrière, on a un but de tricoter une écharpe pour un petit, c'est ce que j'ai demandé aussi d'ailleurs une autre dame, voilà, pour donner un peu et l'utilité et le but et l'objectif. Et c'est vrai que dans les territoires, il doit y avoir à chaque fois des choses à trouver. Je sais pas, un territoire où il y a de la culture, on peut faire des visites par des anciens, des choses comme ça. Donc là, on est déjà dans le thème d'après. De toute façon, tout est lié. Hein, allez-y. Ouais. Voilà, c'est la génération aussi future qui seront à des postes, quels que soient les postes occupés, c'est aussi leur regard à eux. C'est-à-dire que notre regard à nous, il faut pouvoir le faire évoluer, c'est super important. Mais le regard de la génération de demain, peut-être encore plus. Donc voilà, c'était juste savoir si c'était un pan de votre projet. Déjà dans la forme, nous on est des trentenaires. On avait envie de s'adresser à des trentenaires comme nous sur ce sujet, donc et à des plus jeunes aussi. Donc la forme qu'on a déjà donnée aux vidéos, c'est une page Facebook sur laquelle on publie des vidéos, et donc c'est cette génération qu'on a envie de toucher, avec un ton un peu différent sur la vieillesse, avec d'autres images qu'on n'a pas l'habitude de voir dans les médias, à la télé. Et le fait d'aller dans les écoles, peut-être même pour des générations encore plus jeunes, ça a beaucoup de sens.
Et oui, je pense que ça serait bien de l'inclure dans des programmes, etc. Et puis même de faire venir aussi des vieux du quartier pour parler avec les jeunes autour de ces vidéos. Ça serait un beau, je trouve, un beau projet. Et puis il y a aussi quelque chose d'intéressant dans les plus jeunes générations. D'ailleurs, il y a un prix qui s'appelle le prix Chronos. C'est un prix qui parle pour les livres qui parlent de la vieillesse et de la mort à destination des enfants. Et en fait, l'idée, c'est de dire que ce sujet de la vieillesse, il est un peu tabou pour la génération d'en dessous, la génération de mes parents. Enfin, mes parents, oui, je ne les considère pas comme vieux, mais c'est vrai qu'ils ont déjà 65, 67 ans. Mais pour la génération, disons, d'un cinquantenaire, lui, il s'interdit, il s'imagine des choses très négatives. Et puis, parfois, c'est eux aussi qui sont assez infantilisants vis-à-vis de leurs propres parents. Alors que la génération des petits-enfants, elle a beaucoup moins de problèmes avec ce sujet de la vieillesse, ça leur fait pas peur. Même la mort, finalement, quand on leur en parle, ils l'abordent de façon beaucoup plus pragmatique. Et finalement, ça peut aussi être des portes d'entrée pour parler de ces sujets avec leurs parents. Donc c'est aussi ce mécanisme qui est intéressant dans l'idée que vous proposez. Donc là, on est revenu sur... voilà. Justement, on parlait de couture, donc je voulais vous montrer ce lieu qu'on a rencontré au Portugal, qui s'appelle La grand-mère est venue travailler, à Avó veio trabalhar. Et c'est un petit lieu qui est au centre de Lisbonne, du vieux Lisbonne, où il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent chez elles, et voilà, souvent elles sortent pas trop de chez elles, etc. Donc là, ils se sont dit, on va ouvrir un lieu comme ça, et puis elles vont venir, elles vont passer devant, peut-être qu'elles vont rentrer, peut-être qu'elles vont rester. Et avec cette idée toujours que c'est des jeunes designers qui ont créé le lieu, et ils y ont mis autre chose que simplement on va faire de la couture. Et bon, je vous laisse découvrir ces grand-mères qui réinventent la mode. Bon, au niveau du son... Perguntei a uma modelo quantos passos deste. Ela disse-me 31. Ok. Este projeto é o mundo ideal, porque o mundo onde eu gosto de viver é um mundo de velhos. Olha-se para as nossas avós e, no fundo, elas são quase como adolescentes, mas com rugas. Olhamos para a jovialidade, para a alegria, para a beleza nas rugas e nos produtos para o próprio talento. Ou seja, a arte e o design podem trazer mais-valia à comunidade idosa. Esta é a Maria pintada, fica outra pessoa. A Graça, que é muito sexy, a Graça. Sempre vi as pessoas mais velhas como pessoas muito especiais, quase uma espécie de super-heróis, e a idade é quase um superpoder. Mas há pessoas aqui com 80 com uma energia, 80 e mais, com uma energia absolutamente fabulosa. Quando uma pessoa que não é idosa quer frequentar um projeto de idosos, acho que não é preciso dizer mais nada. É um espaço tão dinâmico, bonito, criativo, que todas as pessoas querem trabalhar aqui. Venho sempre posso. Eu faço qualquer coisa. Posso bordar, posso fazer tricô. Isto é um napron que várias senhoras fizeram. Portanto, isto fizemos em tecido. Estamos abertos todas as tardes, das 2h30 às 6h. E quando entram, participam nos projetos que nós estamos de momento a fazer. Seja as coleções que nós fazemos de 3 em 3 meses, seja algum tipo de encomenda para um cliente. Tu tens as cores dos papéis? Tens? Tenho. Deixa eu ver se eu tenho só para te não esquecer. Quem é o nosso cliente, não é? O nosso cliente é um cliente mais novo, que necessariamente não gosta de um crochê tradicional em cima da televisão. Por exemplo, é muito engraçado, a primeira coleção que nós fizemos foi de luvas bordadas e nós quisemos bordar desenhos de tatuagens. Às vezes é engraçado, não gosto da cor, mas depois gosto. Tenho de fazer o que eles dizem, não é? Respeito. E depois fazemos esta coisa engraçada que é as avós são o rosto da coleção e é muito interessante ver o reconhecimento dos seus pares, dos seus vizinhos
na rua e a comentarem e a verem como elas estão bonitas e elas vão conseguindo dar cada vez mais passos para a frente. Eu não direi que mudou, mas que enriqueceu extraordinariamente, sim. Porque o facto de fazermos com significado as coisas é muitíssimo importante. Quando nós abrimos este espaço, começamos por perceber que algumas das avós que nos procuravam-nos no sentido de quebrar a rotina de solidão que viviam no seu cotidiano. Era preciso encontrar outras coisas estimulantes. Da parte da Susana e do Ângelo, eles são de uma generosidade incrível. E a aceitação que eles têm das pessoas tal qual como elas são. Sinto-me um neto privilegiado, ultra mega mimado e sinto-me enraizado, portanto, com esta visão e esta cultura, portanto, da qualidade de um avô, de uma avó neste caso. Eu sinto que esta população nos transforma em pessoas melhores. Donc voilà, ça illustre ce qu'on disait juste avant. Est-ce que vous avez des réactions vis-à-vis de cette vidéo en particulier? Sur cette vidéo-là, non, mais sur le court-métrage précédent, j'avais une question. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir une activité physique, ça réduit la vitesse du vieillissement, en fait? Oui, ça c'est... On est allé rencontrer des chercheurs aux États-Unis, dans un institut qui s'appelle le... Allô? Ok. Le Buck Institute, c'est un institut de recherche sur le vieillissement. Il y a 200 chercheurs de plein de disciplines différentes qui cherchent sur le vieillissement dans toutes ses dimensions. Parce que jusqu'ici, on a l'habitude de séparer les disciplines médicales. Enfin, tout est segmenté, même dans l'aide à domicile, les EHPAD, les gériatres. Enfin, toutes les professions sont très segmentées. Et la vision des pathologies qui peuvent apparaître à travers la vieillesse, elle est segmentée aussi par organes. Donc on va plutôt s'attaquer aux symptômes. On va se dire, bon, comment on guérit Alzheimer, comment on guérit le cancer, toutes ces maladies qui apparaissent. Et le facteur de risque, c'est le vieillissement. Le gros facteur de risque. Et donc eux, ils se disent, bon, au lieu d'essayer de soigner quand c'est un peu trop tard, quand les pathologies sont apparues et que ça atteint un seuil pathologique, on va essayer de ralentir le vieillissement. Donc c'est vrai qu'il y a tout un discours transhumanisme qui est de dire on va supprimer la mort, etc. Mais ça, moi je trouve que c'est beaucoup un discours pour attirer les investisseurs de la Silicon Valley, puisque c'est vachement à la mode cette façon de penser parmi ceux qui ont de l'argent en fait, qui sont milliardaires, de la tech, etc. Mais concrètement, là, ce sur quoi ils travaillent, c'est comment on ralentit le vieillissement. Et finalement, les deux trucs, c'est du bon sens, c'est l'exercice et c'est la nutrition. Et après, il y a encore énormément de choses à découvrir sur ces sujets-là, alors que ça fait des millénaires qu'il y a des choses qui se développent, des régimes, des façons de faire de l'exercice. Il y a la question des zones bleues, par exemple. On se dit, mais pourquoi dans telle zone, il y a une proportion de centenaires qui est beaucoup plus élevée qu'ailleurs? Alors ils essayent de voir c'est quoi leur régime. Ils se rendent compte qu'en fait, ils ont à monter des escaliers. Enfin, ils font de l'exercice en fait régulièrement. Et eux, c'est de façon un peu plus scientifique, en cherchant d'abord sur des animaux modèles. Donc ça va être sur quel type d'exercice. Parfois, c'est aussi la question des chocs. Souvent, c'est des chocs, des petits chocs qui vont solidifier un peu notre organisme et qui vont activer des mécanismes de protection, de nettoyage. Le but, c'est de nettoyer les petits déchets que fait notre corps et de pas qu'ils s'accumulent jusqu'à un niveau pathologique, quoi. Et donc, eux, ils prennent souvent l'image d'une voiture. Voilà, une voiture, vous pouvez avoir une Ford de 1950 qui est pimpante comme neuve parce que régulièrement, vous l'avez entretenue, vous l'avez maintenue. Et ils se disent que le corps humain, même si les processus sont beaucoup plus complexes
et que ici ils n'ont pas du tout encore compris dans leur globalité tous les marqueurs du vieillissement. Ils espèrent trouver quand même des recettes, parfois très simples, comme l'exercice. Il y a la question du jeûne, il y a la question de qu'est-ce qu'on mange, des glucides, du sucre, qu'est-ce qui est le plus mauvais pour le vieillissement. Enfin bref, après c'est très pointu. Et puis c'est pas le sujet de... Mais bon, c'est pour répondre à la question, oui. Et il y a un certain type d'exercice. Et là, bon, c'est l'exercice adapté aussi, quoi. Après, c'est vrai que les mamies-foot, elles ont envie de courir sur un terrain, parce qu'on pourrait leur proposer de faire du walking football. Donc le walking football, il n'y a pas le droit de courir. Et limite, c'est même plus dur, parce qu'au niveau technique, il faut être très fort, quoi. Il n'y a pas le droit de courir, on peut que marcher. En fait, elles ont envie de jouer sur le même terrain que les autres générations, elles ont envie de courir. Bon, et parfois, elles se blessent. Donc c'est cette question-là. Enfin, il ne faut pas non plus surprotéger, mais parfois, il faut adapter aussi l'exercice à certaines facultés physiques ou cognitives. Donc, je ne sais pas si on aura le temps de voir toutes les vidéos. J'ai plusieurs thèmes. Donc ça, c'était le rôle social. J'en avais une autre en Colombie, mais là, c'est le thème de... Je vais peut-être passer directement à celle-là. C'est en gros comment on pense nos quartiers, comment on pense nos territoires pour créer du lien. Et il y a cette expérience en Allemagne que j'ai trouvée vraiment qui m'a marqué. J'aimerais qu'il y en ait partout un peu en France, qui est la maison multigénérationnelle de Salzgitter. Donc je vous laisse la découvrir. Je vais demander à la régie de lancer la vidéo. Merci beaucoup. Da hatten wir ein großes Fest und meine Mutter hat mich besucht und am Abend hat sie zu mir gesagt, da muss ich fast weinen, mein Kind, du hast dir dein Zuhause noch einmal gebaut. Und das war für mich die größte Anerkennung, die ich je bekommen habe. Wenn ich die Kinder sehe, die noch nie mit alten Leuten was zu tun gehabt haben und auf einmal mit so einem alten Menschen die Fingerspiele machen. Wenn das so selbstverständlich ist. Und immer noch keinen Fisch. Ich komme zu Fuß mit dem Rollator, fast jeden Tag. Wenn ich zu Hause sitze, denke ich an Vergangenheit. Aber hier ist die Gegenwart, jetzt. Nur gut und nur schön. Das quirlige Leben hier. Mittwochs habe ich den ganzen Tag. Dienstags komme ich zum Gedächtnistraining 2 Stunden. Donnerstags komme ich zur Musik. Freitags zum Fischessen. Es gibt jeden Tag etwas Gutes zu essen. Selbstgekochtes Essen. Das hält die Menschen zusammen. Jeden Tag ist das Haus offen, von morgens bis abends, für alle Menschen, egal welcher Kultur, welches Geschlecht, welchen Alters, welcher Bildung. Jeder Mensch darf mitmachen, sodass der große Teil der Mitarbeitenden tatsächlich Menschen sind, die über das Haus sich qualifiziert haben, die ihre Kompetenzen eingebracht haben. Wir kümmern uns umeinander, dann gelingt es an jedem Ort. Das ist das Geheimnis. Wir leben in einer Welt, wo eben die 3 Generationen nicht mehr zusammenleben, sondern getrennt sind. Um ein Kind zu erziehen, brauchst du ein ganzes Dorf. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das eine Grundkultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist. Und es ist eine Gelegenheit, dass Menschen, die sich nicht kennen oder nicht kannten, Beziehungen entwickeln, die ähnlich sind wie in einer Familie. Das nennen wir Wahlfamilien. Alte Menschen, die mit allen 3 Generationen zusammen leben können, die sind wirklich glücklich. Es ist auch billiger. Glückliche Menschen sind weniger krank. Sie bleiben erst noch mal sehr lange in ihrer gewohnten Umgebung, können sich noch sehr gut selber versorgen in diesem Unterstützungssystem, wie wir das anbieten. Wir regeln das im Rahmen von Nachbarschaftshilfe. Alles ist an einem Ort. Und es schafft große Beweglichkeit, gerade für die ältere Generation, aber genauso für die Generation von Eltern mit kleinen Kindern. Aber ein großer Schub ist nochmal über die syrisch-arabischen Familien gekommen.
da finden sie eher ihre heimische Kultur wieder, weil sie willkommen geheißen werden, weil man ihnen hilft, die Sprache zu lernen, weil man ihre Kinder akzeptiert wie jedes andere Kind, weil sie Platz haben, sich trotzdem in ihrer Gruppe auch hier zu treffen. Also wir haben im Schnitt etwa 600 Menschen jeden Tag. Ich habe immer mit meinen Bedürfnissen begonnen. Erstmal der Raum für die Mütter mit den Kindern, dann die Älteren, dann die Dienstleistung. Es entwickelt sich immer aus dem Kleinen heraus und nicht von top-down. Und ich habe Menschen getroffen, die sind 3 Jahre lang immer nur mit 5 Leuten zusammen gewesen und haben die anderen nur beobachtet. Und auf einmal sagen sie, oh, wir können auch noch mehr. Jetzt wollen wir hier Italienischkurs anbieten oder ich kümmere mich um die Kinder. Voilà, donc c'est un bel exemple, enfin vraiment un lieu idéal pour moi. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ouais. Alors il y a peut-être déjà des lieux qui se rapprochent de ça. Est-ce que ouais, le but aussi c'est de se dire bon comment? J'ai pas en tête un modèle comme ça. S'il existe, on est preneur plus. Ouais. Il y a un lieu qui va ouvrir à Lyon par une association qui s'appelle Entourage Solidaire, qui a créé un café intergénérationnel qui s'appelle Chez Daddy. Je trouve que leur concept sur le papier se rapproche de ça. Bon, faudra qu'on aille visiter. Et bon, je trouve que tout ce qui est intéressant, c'est aussi la méthode qu'elle a employée pour justement faire émerger ce lieu et faire que ce soit un lieu qui rassemble maintenant 600 visiteurs par jour. Parce que je pense que chez nous aussi, on a une volonté de faire des lieux ouverts aux personnes âgées, peut-être à plusieurs générations. Souvent, ça vient d'une mairie. Et puis souvent, nous, en tant que citoyens, on attend à ce que ce soit animé par en haut, par quelqu'un. On attend un peu tout peut-être de l'État, de la collectivité, de la mairie ou d'une entreprise, je sais pas. Et bon, moi, ce qui me marque, c'est cet aspect citoyen où elle dit que voilà, nous, finalement, on s'organise entre nous. D'abord, c'est des visiteurs. On arrive à les impliquer, à faire en sorte qu'ils proposent des activités. Et finalement, la cuisine, elle est maison, elle est pas chère parce que c'est à la fois des professionnels et à la fois des gens du quartier qui gèrent la cuisine, des activités pareilles. Et puis c'est aussi de voir par où ça a commencé. Elle, en fait, elle est arrivée en 1970 dans cette ville de Salzgitter, qui est une ville industrielle, un peu anonyme en Allemagne. Elle suivait son mari, elle avait 3 enfants en bas âge, et elle se sentait un peu seule, quoi, face à éduquer ses enfants. Et elle venait d'un village où tout le monde, c'était une grande famille, tout le monde se connaissait, et ça l'a vraiment choquée. Donc elle s'est dit, mais voilà, si je dois rencontrer des gens, il faut que déjà je peux pas leur parler dans la rue. Ensuite, il faut qu'on fixe un rendez-vous. Personne n'a le temps. Il n'y a pas de lien spontané. Donc, elle a commencé à ouvrir un lieu où elle a commencé à se rassembler avec d'autres jeunes mères, parce qu'aussi en Allemagne à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de crèches. Enfin, c'est vraiment à la charge des mères de s'occuper des enfants. Et petit à petit, voilà, il y a les générations plus âgées qui sont venues pour filer un coup de main, et puis ça a grandi, quoi. Alors on lui disait non, mais c'est pas professionnel ce que tu fais, il n'y a pas de professionnel dedans. Donc elle s'est pris quand même pas mal de critiques. Et puis finalement, face au succès, quoi, citoyen du lieu, ça a grandi, et puis elle a réussi à sécuriser des financements pour ce lieu. Et puis le ministère aussi en Allemagne s'est emparé un peu du concept. Et la ministre de la Famille, en 2005, Ursula von der Leyen, qui est aujourd'hui à la Commission européenne, a décidé de l'implanter un peu partout dans plein de villes en Allemagne. Donc après, ça ressemble pas tout le temps à ce lieu-là, qui est pionnier. Et on sent que la fondatrice, elle insuffle quelque chose. Mais il y a cette volonté aussi d'essaimer ce genre de modèle. Voilà pour la petite histoire de Hildegarde, qui n'est pas forcément dans la vidéo. Donc, moi, je trouve que son parcours est vraiment inspirant. Et donc, voilà, ce que je retiens, c'est que ça part de petit, que
ça part de quelque chose, là c'est la maternité, mais voilà, moi je vous demande après de quoi, qu'est-ce qui peut comme ça créer des liens entre générations, rassembler des gens dans un même lieu. En France, quoi, de là où vous venez. Non, vous n'avez pas de... Comment ? Ouais, une passion commune. Ce que j'ai pas dit sur l'exemple de la couture avant, que je trouve intéressant, c'est que dans nos générations, et puis on le voit avec ces deux jeunes designers, on a vachement une nostalgie un peu de... Et on a envie de revenir parfois à un mode de consommation, un mode de production où on refait un peu nous-mêmes les choses, on contrôle un peu mieux ce qu'on consomme, les circuits courts, etc. Il y a tout un modèle de consommation qui est en train d'émerger. Et souvent, les personnes âgées sont assez reconnues quoi, sur le fait de faire soi-même ses produits ménagers, de faire soi-même ses vêtements, de consommer différemment. Donc je trouve que ça, c'est des leviers qui peuvent être intéressants pour rassembler les générations, puisqu'il y a plein de choses qui redeviennent à la mode, quoi. Et après, des passions communes, en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est autour de la nourriture, de la cuisine. Ça, c'est quand même énorme, quoi, tout ce qu'on peut faire autour de ça. Il y a le sport, voilà. Moi, j'aime bien la pétanque, par exemple. Et dans mon village en Corse, où je vais tous les étés, et toutes les générations se rassemblent autour de la pétanque, et c'est vraiment, pour moi, c'est un exemple hyper fort de lien générationnel, un peu spontané, naturel, qui peut se créer, quoi. Voilà pour... ouais. En fait, souvent, nous, on a rencontré quand même une grande majorité de femmes sur ces sujets-là. Et c'est vrai que je crois que dans toutes les générations, tous ceux qui proposent des choses pour les personnes âgées ont du mal à attirer des hommes. Ça, c'est un grand sujet, je pense, à creuser d'ailleurs sur comment on peut... parce que les hommes, ils sont assez pudiques, ils n'aiment pas se montrer dans leur faiblesse. Alors donc, souvent, ils vont rester chez eux, vieux, et puis ils vont rester devant la télé. Ou alors, ils vont aller au bar, au café. Et je pense que le café... là, il y a quand même des hommes, hein, mais ouais. Alors, il y avait par exemple une initiative du groupe SOS, je crois, qui était de mobiliser des gens un peu dans plein de villages pour qu'ils reprennent les cafés qui sont en train de se perdre et qui sont finalement dans beaucoup de villages les seuls lieux de lien entre les habitants. Et c'est là qu'on va beaucoup trouver les hommes, je pense. Plus que dans des activités de couture où ils vont avoir des réticences, même si je pense qu'ils y trouveraient beaucoup de plaisir. Les tiers-lieux. Ouais. Ouais, et puis je pense qu'il faut y penser aussi à essayer d'attirer des personnes plus âgées. Souvent, les tiers-lieux, c'est la jeunesse qui se rassemble et sur des questions, on veut innover, et puis même sur les grands défis sociaux qui se posent à nous, qui sont souvent des objets de réflexion. On a quand même tendance à opposer les générations, quoi. Sur, par exemple, la question du climat, voilà, c'est OK boomer, c'est les boomers qui ont flingué la planète, donc on va pas forcément les appeler quand on réfléchit à plein de nouvelles... Alors qu'en fait, ils sont capables aussi de tirer des leçons d'un mode de vie qu'ils ont vécu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la même conscience non plus écologique, et ils sont capables de faire partie des solutions qu'on imagine aussi, quoi. Donc je pense que ces grands défis qui se posent à nous, ça peut être aussi l'occasion de rassembler des générations, mais il faut y penser, quoi. Il faut avoir un mode de communication spécifique, quoi. Il faut y penser à... Peut-être pour terminer, voilà, il nous reste 5 minutes. C'était de parler de cette phase de la vie où on a plus de difficultés, soit de mobilité, soit cognitivement. Où on veut rester chez soi le plus longtemps possible, mais où ça devient de plus en plus compliqué. Donc là, le lieu
déjà, elle le dit quand même un peu, quand on a un lieu comme ça près de chez nous, on a tendance à rester chez soi plus longtemps. Et elle met aussi à disposition des services de covoiturage pour faire venir ceux qui ne peuvent pas forcément venir. Donc ce genre de lieu, je trouve que c'est quand même une partie de la solution. Après, il y a les habitats, on a vu plein d'habitats alternatifs, des habitats participatifs, des habitats inclusifs. Il y a des façons d'habiter ensemble qui peuvent créer du lien et permettre de peut-être rester un peu plus longtemps chez soi. Et puis aussi, il y a une façon d'aborder la maladie, pas seulement du point de vue de la dépendance de qu'est-ce qu'on perd, mais aussi de qu'est-ce qu'on a encore, de nos désirs, de nos aspirations, et de ne pas se mettre trop de barrières. Et par exemple, l'exemple qu'on a choisi, c'était un lieu au Japon, donc un accueil de jour. Et d'ailleurs, c'est beaucoup d'hommes qui vont dans ce lieu-là, parce qu'on leur propose, le matin, ils arrivent et on leur propose un job, en fait. Ils viennent je vais vous laisser découvrir et puis on en parlera après. Voilà. じゃあアップ取られてみよう。そうそう。あらららら。ブドウで寝転んでベレットすなよ昼間から。それでは試験にくらいすら鐘が鳴るなる林間と和弦打ちだよ色恋を忘れて勉強せざり行く。頑張れか。鳥川清と言います。年は74、趣味は散歩。みんなとお話できるのだと。結局この人たちと自分たちが程度というのか似たようなもんなんですね。だから話も通じるんですよ。領収書の整理とあとなんだろう。あとはポスティング。ショッパーとかそれはウォーキングってことで仕事を与えられててその仕事を十分にこなしてるこれに対しては事実を認めてくれています。だからです。前田孝之です。デイズ BLG の代表をしております。現在その日本では認知症と診断をされたりまたは、定年退職をしてしまうとその後働きたいと思いがあっても働けない現状があります。働きたいまだまだできるというその思いをここに来て仲間と一緒に実現しています。日本の多くのデイサービスセンターはここに来て終わりなんです。社会とつながることがないんです。だけどもここはここに来て仲間と一緒に社会だったり企業だったり地域だったりっていうところにつながっていくことができます。世界のね同じ認知症の人たちに何か一言メッセージあります？負けるな。大丈夫だな。帰るよ。Donc voilà, ça respire un peu la joie de vivre quand même. C'est une personne qui est atteinte de maladies neurodégénératives. En fait, on ne parle pas du... Oui, le grand âge, c'est vrai que c'est un mot... De toute façon, tous les mots sont réducteurs. Hein. Il faudrait plus parler de perte d'autonomie tout court. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est un mot c'est la loi grand âge et autonomie, mais bon, je pense qu'il faut arrêter d'utiliser le mot grand âge, puisque moi, je connais des gens à 93 ans qui ne sont pas déments, qui n'ont pas de maladie neurodégénérative. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dépendants que ça, qui sont en fauteuil roulant, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont plus grabataires. Et puis, il y en a certains qui ont une maladie neurodégénérative, mais peuvent encore faire des choses. Et enfin, de toute façon, même à tout niveau d'autonomie, de perte d'autonomie, on peut encore faire des choses. Donc eux, c'est vrai qu'ils peuvent se déplacer, ils peuvent aller laver des voitures, mais donc on en profite, quoi. On va pas
On ne va pas les mettre avec tous les autres et réduire et faire qu'ils vont décliner de plus en plus vite. Donc c'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Mais je trouve que l'approche est intéressante. L'approche est intéressante parce que c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à donner un petit boulot à des personnes qui sont atteintes de maladies neurodégénératives. Et au Japon, c'est hyper important le travail dans la société. C'est vraiment quelque chose qui régit son estime de soi, son statut, ses relations. Et donc eux, ils se retrouvent voilà, complètement exclus de tout ça. Et en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est de se rendre utile, quoi. Est-ce que ça vous inspire ? Oui, donc voilà, je pense que c'est un peu la prochaine marche à gravir. C'est qu'on a beaucoup progressé dans le domaine du soin. Et maintenant, il s'agit de se demander dans nos institutions, dans les lieux où viennent vivre les lieux médicalisés, quelle vie on imagine pour eux, quelle utilité. Et ça demande certains efforts. Donc Takayuki, lui, il est allé toquer à la porte de toutes les entreprises du coin pour leur dire mais est-ce que vous pouvez pas proposer un petit job à mes... Et il y en a qui tombaient des nues, quoi, qui se disaient mais il y en a qui l'ont rejeté, quoi, qu'on dit mais c'est pas possible. Et il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc ça demande quand même un certain effort souvent d'une personne qui va avoir cette conviction. Et puis on parlait de Covid et nous on avait aussi cette volonté de toujours renforcer le sentiment d'utilité, même dans cette période de distanciation, de contrainte. Et pour finir, ouais, c'est un petit projet qui nous tient à cœur, qu'on a appelé Cher Ami, et qui s'inspire d'une initiative qu'on avait vue au Brésil. On s'est dit, voilà, il faut créer du lien avec les personnes âgées chez elles. Encore une fois, il y en a pour qui c'est pas accessible, parce que ça passe par le numérique et ça passe par la visioconférence. Et au lieu de simplement les appeler, des appels de convivialité, etc., la notion d'utilité, elle se retrouve dans ce programme parce qu'en fait, on met en relation des seniors français avec des jeunes qui apprennent le français à l'étranger. Donc eux, ils peuvent pas, leurs échanges sont suspendus, ils peuvent pas venir en France, ils peuvent pas trop pratiquer la langue. Et de l'autre côté, les personnes âgées, elles sont chez elles, elles ont peur de sortir pour beaucoup, et elles ont toujours envie de se rendre utiles quand même. Et d'aider quelqu'un à apprendre la langue, c'est se rendre utile. Et on l'a testé sur une trentaine de duos, et puis on retrouve vraiment ce sentiment d'utilité. Bon, j'ai pas le temps de vous montrer la vidéo, mais cette personne a 93 ans. Après, c'est vrai que là, on a visé des gens, on les a trouvés sur Internet, donc ils savaient déjà un peu utiliser Internet. Maintenant, on va réfléchir avec des EHPAD sur comment on peut l'inscrire. On a équipé tous les EHPAD de tablettes. Maintenant, qu'est-ce qu'elles vont faire dessus? C'est la question. Il y a des applications de stimulation cognitive, etc. Je pense que ça peut être une bonne motivation. Parce que la question, c'est de trouver un intérêt aux outils numériques. Souvent, ils s'y mettent pas parce qu'ils se disent mais à quoi ça va me servir? On leur montre des choses. De se dire je vais parler toutes les semaines avec un jeune d'une autre culture. Je pense que ça peut être une motivation pour s'y mettre toutes les semaines, quoi, sur la tablette. Donc on est en train de voir là. Après, il faut l'inscrire dans une organisation, il faut l'adapter à la vie en EHPAD et au temps que peuvent avoir aussi les animateurs, etc. Mais voilà, c'est une question qu'on est en train de développer. Donc je vais finir là-dessus. Et voilà, après j'avais une petite slide si vous souhaitez nous contacter. Voilà, vous pouvez noter nos contacts et puis si vous voulez garder le contact. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.